de commencer à l'heure. Buenas tardes. Para comenzar, vamos a continuar con esto que nos ha ido surgiendo durante todos estos días, que es la música. Es la obertura de la quinta de Sibelius. Escucharemos unos segundos. Bien, podríamos estar toda la tarde, pero pues si he elegido Sibelius y me costó decir, a ver, que normalmente tengo las ideas claras, pero esta vez me costó elegir estos segundos musicales que pudieran sintonizar con la sesión de hoy. Si he elegido Sibelius y he elegido esta sinfonía, es primero, yo lo considero el último clásico a Sibelius, ¿no? Lo cual no deja de ser una opinión que tendrá el valor que tenga, no es un dogma, ¿no? Pero me interesa sobre todo sus diarios cuando reflexiona sobre su música y descubre a veces que es capaz de crear una belleza que no sabe cómo. Es decir, que está poseído por un daimon, ¿no? ¿Y esta belleza de dónde surge? En el caso de la Quinta Sinfonía, podemos quitarlo ya, por favor. ¿Si quitamos la música? Sí. En el caso de la Quinta Sinfonía, cuando la está componiendo en 1915, Sibelius escribe esta entrada en su diario. Dice, por la tarde, trabajando en la sinfonía, esta importante tarea que extrañamente me encanta, y esto es lo que me interesa, como si Dios Padre hubiera arrojado piezas de un mosaico desde el suelo del cielo y me hubiera pedido que elaborara el patrón. Esa idea de que del cielo le han caído un montón de piezas y que su trabajo consiste en buscar la forma que de alguna manera unifique todo eso, pues es lo que hemos estado haciendo en el seminario desde el primer día. Ya os decía que yo tenía una tesis, la rompía en 1000 pedazos y en cada sesión veíamos alguna cosa. En este caso, además, estoy convencido que Chantal del Sol nos va a proporcionar la piedra angular que va un poco a ensamblar todos esos fragmentos que hemos estado viendo. De hecho, me parece que nuestra tarea es precisamente prolongar la filosofía en su tarea de buscar unidades allá donde se nos presentan diferencias. O si queréis, de entender la diferencia a partir de lo que tienen en común distintos seres. No sé si podríamos definir el nihilismo con el estado de ánimo que se conforma con vivir entre fragmentos.
con una inconveniente, y es que los fragmentos, si son fragmentos, siempre apuntan a algo que está más allá de ellos, ¿no? Hay, por decirlo así, una querencia hacia la unidad, hacia la completud. Y creo que en la filosofía, si hacemos filosofía, aparece tarde o temprano esta idea de buscar la completud. Como vamos a hablar de nihilismo hoy, pues quiero contaros, si me lo permitís, una historia sobre, más que el nihilismo, sobre Nihil, ¿eh? Una historia que escribió Cristóbal de Villalón en su Escolástico, un libro maravilloso, publicado en 1550. Cristóbal de Villalón, el Escolástico. Y dice lo siguiente, dice, en el monasterio de Sant Esteban, me imagino que se refiere al monasterio gallego de la Riba Sacra, había dos frailes muy ancianos y muy letrados. Uno era conocido como el maestro de Peñafiel y el otro como el maestro de León. El primero, el maestro de Peñafiel, había pasado una enfermedad y eso, pues digamos que le había alterado un poco su raciocinio. O si queréis, como dice el autor, había perdido el juicio. Bien, el caso es que una noche, porque a pesar de que haya perdido el juicio, sigues leyendo pues, los evangelios con pasión, una noche está estudiando el Evangelio de San Juan y se encuentra con este texto. En principio erat verbum, en principio en el origen, ¿no? era el logos, era la palabra, era la razón, como se quiera traducir. En principio erat verbum, et omnia per ixum facta sum, y todo fue hecho por él. Et sine ipso factum est nihil. La traducción ortodoxa es, podríamos decir que sin él no se creó nada, pero también se podría entender, como lo hace aquí este buen fraile al que la razón se le ha ido un poco, pues si decimos sine ipso factum est nihil, es decir, sin Dios se hizo la nada. Factum est nihil porque sine ipso no ha intervenido, ¿no? Bien, cuando descubre esto, que la nada está ahí y no ha sido una obra de Dios, pues le entra un nerviosismo terrible y con una ansiedad enorme, aunque es de noche, acude a la celda del maestro de León. Llama a la puerta y le cuenta pues, su preocupación enorme. Dice, oye, que está Nihil por ahí, no ha sido una creación de Dios y está haciendo fechorías. Lo que tenemos que hacer es atraparlo porque estamos aquí para atrapar a Nihil, ¿no? La nada, tenemos que atraparlo aquí porque si lo dejamos suelto, pues todos los males del mundo vienen de él. Como lo ve tan nervioso, tan angustiado, el maestro de León le contesta lo siguiente, reverendo padre, el punto desde luego que has encontrado es muy sutil, ¿eh? Hay que prestar mucha atención al Evangelio para encontrar esa interpretación, pero tienes que tener en cuenta que eso ya se le puso remedio en el Evangelio de Lucas. Y el otro se queda admirado y dice, ¿cómo se le ha puesto remedio a este Nihil que ha aparecido por ahí? Y dice, sí, mira, ¿qué se dice en el Evangelio de Lucas? Se dice, acordaros, los pescadores, San Pedro, en este caso, se dirige a Jesús y le dice, Magister, per totam noctem laborantes, hemos estado trabajando durante toda la noche, et nihil, nada, prendidimus. No pescamos nada o pescamos nada, o sea, la nada. Por lo tanto, si se pescó la nada, pues ya está acabada la historia, ¿no? Por supuesto, pues que el maestro de Peñafiel se volvió a su celda y durmió tranquilo. Y yo me quedo con esto, con la tranquilidad que te da el que las cosas, pues el que la nada esté controlada y no se mueva a su capricho por ahí. Ya vamos, simplemente es una anécdota, pero una anécdota que tiene su gracia y que tiene, yo creo, su miga, a la que se le puede sacar jugo. Bien, tenemos a Chantal del Sol, es francesa,
Es mujer, es católica, es filósofa, es historiadora de las ideas políticas, es novelista y es también un articulista valiente que sabe pues, que el precio que hay que pagar por la libertad es nadar de vez en cuando contracorriente, pero es que solo los peces muertos nadan siempre a favor de la corriente, ¿no? Dirige, entre las muchísimas cosas que hace, dirige un seminario en el Collège de Bernardins titulado Observatorio de la Modernidad. Fue fundadora del Instituto Hannah Arendt en 1993. Es profesora de la Universidad de Marne-la-Vallée y es miembro también de la Academia de Ciencias Políticas. Ha sido alumna de Julian Freud, lo cual, a mi modo de ver, necesariamente ha de marcar carácter. Y yo, no sé si estará ella de acuerdo, pero yo la veo como integrante de ese triángulo heterodoxo, si queréis, de ese tridente de la filosofía francesa en el que se encuentran, a mi modo de ver, junto a Chantal del Sol, pues Rémy Brague y Pierre Manant, que además creo que se ven y tienen un contacto periódico. No puedo además dejar de resaltar una gran admiración que comparto con ella, que es la que sentimos los dos por Jean Patočka. Como siempre, una entrevista inicial, respuestas breves, para hacer algo así como calentamiento para después la conferencia. Chantal, ¿es la posmodernidad un totalitarismo? Ya veis, preguntas fáciles para comenzar. Non, je ne pense pas. Je réserve le mot totalitarisme pour les régimes dans lesquels on vient chercher quelqu'un à 5 heures du matin pour l'emmener au goulag sans jugement. Donc, pour moi, totalitarisme est un mot très précis et je ne dirais pas que la postmodernité est un totalitarisme. La deconstrucción ha demostrado sin duda una gran capacidad para eso, para deconstruir, pero ha mostrado capacidad de creación. Qu'est-ce que vous appelez la reconstruction? La respuesta está en su charla, lo que pasa es que intento tirarle el hilo. No hemos vivido una orgía deconstructora y no ha llegado el momento de decir... De deconstrucción. Par deconstrucción. Una orgía de deconstrucción. La deconstrucción comienza, ya sabes, comienza con Heidegger y llevamos pues toda la filosofía de la sospecha. En un momento determinado dices que la filosofía de la sospecha puede tener más influencia que un campo de concentración o un gulag. En ese sentido, es como te hablaba de totalitarismo y también, como te digo... Oui. Sí. Je vais en parler. De acuerdo. ¿Tiene la realidad algún derecho? Oui, bien sûr, la réalité a un droit sur nous, parce que beaucoup de choses s'imposent à nous. Par exemple, ce n'est pas nous qui créons la morale, c'est la morale qui nous crée. De acuerdo. ¿Es el espíritu revolucionario una revuelta contra la realidad? Pas toujours. Il y a des révolutions contre des mauvaises réalités et il y a des révolutions contre la réalité. Par exemple, si vous prenez, je prends la France que je connais mieux, 1789, c'est une révolution contre une mauvaise réalité, considérée comme mauvaise. 1793, c'est une révolution contre la réalité. 1917, c'est contre la réalité. 1989, c'est une révolution contre une mauvaise réalité. De acuerdo. ¿Emancipación o enraizamiento? Emancipación o enraizamiento. Je ne vois pas l'opposition qu'on peut faire entre les deux. Que signifie redressement pour vous? En una de vuestros artículos para Le Figaro
hablas de la importancia de tener raíces y no solamente ser autónomo para ir de aquí para allá. En ese sentido hablaba de enraizamiento o emancipación, no pertenecer más que a tu propia voluntad. Oui. Pardon. Merci bien. Je pense que l'être humain, que nous sommes tous, est un être contradictoire, parce qu'à la fois, il a besoin d'être enraciné dans le sol, dans l'histoire, dans la parenté, dans la patrie, et en même temps, il cherche toujours à se libérer de ce qui l'enchaîne. Donc, à la fois, il a besoin d'enracinement, à la fois, il a besoin d'émancipation. Mais il faut trouver un équilibre entre les deux. Entre el jardinero y el demiurgo también hay que buscar un equilibrio. Oui, bien sûr. Mais moi, je préfère le jardinier. Aquí vamos por el enraizamiento, era esta la idea. Ouais. Me interesa mucho esa tesis que te he visto defender en distintos ámbitos de que el término inclusión, que hoy es omnipresente en nuestros debates, entonces, el término inclusión ha usurpado el espacio que tradicionalmente estaba reservado para el concepto de bien. Me gustaría que explicases un poquito esto. Ça demanderait toute une conférence, mais je crois que c'est un concept qui manifeste l'influence que la Chine a sur nous, l'esprit asiatique a sur nous. C'est-à-dire, chez nous, depuis Aristote, c'est la logique du principe de contradiction. Exacto. A est A, non-A est non-A. Ils sont contraires. Dans l'esprit asiatique, tout est mélangé. On cherche l'harmonie, mais il n'y a pas de principe de contradiction. Or, l'inclusion, c'est, à mon avis, l'irruption de l'esprit asiatique chez nous. Uno de los temas que nos ha aparecido repetidas veces en este seminario es el de, para mí, sorprendente rehabilitación del divino marqués, del marqués de Sade, Marqués de Sade. ¿Cómo puede ser, Chantal, que un ser patibulario como es el Marqués de Sade se haya convertido en un referente para no pocos intelectuales franceses? A mí me resulta incomprensible. Le Marquis de Sade a été un modèle presque dans les années 80. Je veux dire, à l'époque, par exemple, où Daniel Cohn-Bendit et d'autres signaient une pétition pour la pédophilie, par exemple. Mais maintenant, c'est fini, ça. Sí, c'est fini. Personne ne va défendre le Marquis de Sade. Nous sommes au contraire dans une époque vertueuse, vertueuse, forum de l'amour, vous voyez. Donc tout ça c'est fini. C'est une bonne nouvelle, peut-être. Oui, sauf que le forum de l'amour, c'est pas non plus une bonne affaire, parce que c'est trop. Perfecto. Ya, no la entretengo más. Lo interesante es que nos hable ella y después tendremos la posibilidad de hacer preguntas, que sirva esto simplemente como calentamiento. Adelante, Chantal del Sol, tienes la palabra. Alors, merci de me permettre de parler en français, parce que mon espagnol est très mauvais. Je n'ai pas fait assez d'efforts en langue. Comme vous allez le voir, j'ai une manière particulière de comprendre le nihilisme. Pas vraiment... et les deux amis dont vous parlez, Rémi Brague et Pierre Manant, sont des gens avec qui nous discutons tout le temps de ça.
Qu'est-ce que le nihilisme? Et moi, je parle plutôt du chaos. Je vais m'expliquer. Alors, bien sûr, en Occident, il y a une volonté de profaner les limites, de profaner carrément. Et ça s'appelle nihilisme. C'est une destruction des référents intérieurs, parce que l'Europe passe son temps à avancer toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Alors, on pourrait croire que ce qu'on appelle le nihilisme, c'est une décadence, une civilisation qui vieillit, mais c'est plus complexe parce que finalement, le nihilisme que nous voyons aujourd'hui à l'œuvre depuis 2 ou 3 siècles, il est né en Russie. Il n'est pas né vraiment en Europe, il est né, enfin en Europe centrale, orientale, occidentale. Il est né en Russie, notamment chez Tourgueniev, et très exactement dans le livre Père et Fils de Tourgueniev. On peut dire que la déconstruction de Chestov, qui est un fils de Tourgueniev, un enfant, et cette déconstruction est la mère de la déconstruction de Derrida. Derrida est un héritier de Chestov. Très curieux. Donc, il ne s'agit pas de la décadence des Lumières, parce qu'il n'y a pas vraiment de lumière en Russie. On s'en aperçoit aujourd'hui. Les Lumières sont ailleurs. Mais une rencontre entre plusieurs excès qui sont nés de cette culture brillante, extravagante, folle, illuminée, la nôtre, notre culture des Lumières, et puis, de l'autre côté, la démesure russe. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis la démesure russe? C'est-à-dire que les Russes sont des gens qui font n'importe quoi, en fait. Chez nous, je veux dire, chez nous, en Occident, depuis les cyniques grecs, Diogène, vous vous souvenez, Diogène qui vivait dans son tonneau, hein, les sceptiques grecs, Démocrite, les abdéritains, les fameux abdéritains, eh bien, la déconstruction est un héritage. Un héritage. Je vous rappelle que Diogène, comme ça, qui a l'air d'un type gentil, qui habite dans son tonneau, c'est quand même quelqu'un qui dit « il faut coucher avec sa mère ». Vous voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle la déconstruction. C'est ce qu'on peut appeler le nihilisme. Parce que, comme vous savez, la critique morale la plus importante, c'est celle qui interdit l'inceste. Or, Diogène dit l'inceste, c'est très bien. Comme notre pensée est appuyée sur la raison, elle est toujours intranquille, jamais tranquille. Elle essaye toujours d'aller plus loin. Goethe, dans Faust, écrit « Tout ce qui existe est digne d'être détruit. » D'être détruit. Lorsque Chestov, plus tard, lorsque Chestov est obligé de s'exiler et de partir en Suisse pour des raisons politiques, il arrive chez sa sœur en Suisse, dans une maison suisse, très propre, toujours en Suisse. Et la première chose qu'il dit à sa sœur, c'est « Oh, comme c'est propre ici, il serait bon d'y jeter une bombe. » Voilà. Si vous voulez, tout mérite d'être détruit. Alors, si on cherche le lieu où le nihilisme est le mieux expliqué, on peut aller lire ce livre qui s'appelle « Les carnets du sous-sol » de Dostoïevski,
où vous avez la conceptualisation la plus complexe, la plus importante, de ce type qui s'appelle l'homme superflu, l'homme de trop, dans la littérature russe. C'est une entreprise de profanation des valeurs, c'est-à-dire déconstruction de l'éthique complètement et de l'esthétique au nom du nihilisme. Donc, c'est une sorte de généalogie du nihilisme russe qui montre un homme complètement détaché de la morale. Dostoïevski écrit, je cite, « La cause du sous-sol, c'est la destruction de la foi dans les lois générales. » C'est-à-dire, il n'y a rien de sacré. Il n'y a rien de sacré. Alors, pour Dostoïevski, cet homme superflu est un agité, un sceptique, qui n'a foi en rien, il ne croit en rien. Il va n'importe où, chez les sauvages, il a une vie errante, et comme il s'ennuie, il se jette dans le socialisme. On retrouve cette idée absolument partout, dans toute la littérature russe de l'époque, chez Tolstoï, à travers, par exemple, La mort d'Ivan Ilitch, mais dans bien d'autres textes, chez Pouchkine, bien sûr chez Dostoïevski, à peu près partout. On retrouve ce vagabond russe, complètement déraciné. Dostoïevski écrit « L'homme russe, c'est un nihiliste de village. » Un nihiliste de village. Ce qui est extraordinaire. Vous connaissez des villages comme moi, chacun d'entre nous connaît des villages. C'est justement l'endroit, un village, où on ne rencontre pas de nihilistes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dire un nihiliste de village, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cet instinct de négation qui habite le nihiliste? C'est un désir d'aller au-delà des limites, au bord du précipice, c'est-à-dire après les classifications morales. Et cet homme, ce nihiliste, se considère comme un orphelin, c'est-à-dire qu'il n'a ni père ni mère. Il est coupé de sa patrie et il est à la recherche, comme nous tous, les modernes, de ses causes premières, mais comme il ne les trouve pas, il ne trouve pas ses causes premières, eh bien, il chérit la négation. Il embrasse la négation, le rien. Alors, si on parle de nihilisme, ça signifie généralement que l'on répudie, on refuse les principes fondamentaux de la culture. Et je rappelle que l'on trouve des formes de ce nihilisme, du nihilisme en général, à l'origine des révolutions modernes. Comme vous savez sans doute, ça a été bien décrit par Nicolas Berdyaev, le nihiliste russe de la fin du XIXe siècle, c'est un courant très important, ce nihilisme russe, est à l'origine du communisme. Le communisme s'est ancré dans le nihilisme de la fin du XIXe siècle. Ceci a été très bien écrit dans le livre de Nicolas Berdyaev qui s'appelle « Les sources et le sens du communisme russe ». On trouve tout ça. De la même façon, autre biais, le nazisme
1933-1945, est enraciné dans une forme de nihilisme qui est proprement allemand. Il y a un nihilisme proprement allemand que l'on trouve au début du XXe siècle, qui a été décrit, alors là, par Léo Strauss, que vous connaissez. Dans les deux cas, on prend la culture traditionnelle, ancienne, et on la considère comme dépassée, obsolète. Il faut la remplacer par une autre. Alors, les nazis retournent au temps païen, avant le christianisme, et les communistes, comme vous savez, détruisent tout et essayent d'inventer une utopie. Mais, enfin, je vous rappelle que la révolution culturelle chinoise, qui est une révolution marxiste, en 1949, veut éliminer ce qu'elle appelle les 4 vieilleries, qui sont les idées, toutes les idées, la culture, toute la culture, la coutume, toute la coutume, les habitudes, toutes les habitudes. Je vous pose une question, qu'est-ce qui reste? Ça, je ne sais pas. Éliminer les 4 vieilleries. Mais je vous rappelle quand même, parce qu'il faut essayer d'être le plus honnête possible, que cette suppression, cette répudiation de tout le passé a été, au IIe siècle de notre ère, le fait des chrétiens. C'est-à-dire que lorsque les chrétiens sont arrivés, se sont développés à partir du IIe siècle, ils ont commencé par abolir tout ce qui existait pour pouvoir remplacer. Je vous cite, parce que vous allez croire que j'invente ou que j'exagère, je vous cite une phrase de Tertullien, théologien chrétien du IIe siècle après Jésus-Christ. Je cite, « C'est contre tous ces préjugés que nous devons lutter. Contre les institutions, contre les ancêtres, contre l'autorité de la chose reçue, contre les lois des gouvernants, contre les raisonnements des sages, contre l'Antiquité, contre la coutume, contre la nécessité, contre les exemples, contre les prodiges, contre les miracles. » C'est Tertullien qui écrit ça, un chrétien qui dit « Il faut balayer toute la société païenne avec tout ce qu'elle a dans la tête, toutes ses habitudes, toutes ses coutumes. » Autrement dit, là, il y a, si vous voulez, une certaine forme de négation. On ne peut pas appeler nihiliste parce qu'ils veulent remplacer par autre chose. Néanmoins, c'est là que les choses commencent. On trouve cela en Occident, autrement dit, depuis les origines, chez les présocratiques, chez les chrétiens, etc. etc. Ça ne s'arrête pas. Vous savez, il y a un écrivain chinois très connu du XXe siècle qui s'appelle Yan Shuming. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme. Il a écrit un livre où il fait la comparaison entre les 3 grandes cultures du monde. Il dit qu'il y en a 3. La culture chinoise, la culture indienne et la culture occidentale, judéo-chrétienne, la nôtre. Il dit, elles sont toutes les 3 caractérisées. La culture chinoise est une culture qui cherche l'équilibre, c'est sa définition, cherche l'équilibre. La culture indienne veut le néant, sa définition, veut le néant. Et la culture occidentale va de l'avant, avance toujours. Évidemment, à force d'avancer, on finit par détruire les barrières. C'est comme ça que nous arrivons
nous pouvons arriver au nihilisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le nihilisme d'aujourd'hui? On va aujourd'hui proclamer une forme de destruction. Je vous donne quelques exemples. Le peintre Jean Dubuffet encourage la création de gymnases nihilistes pour déconditionner les gens, décaper la machinerie de l'esprit. On est toujours dans la négation de tout. Il s'agit de savoir ce que nous sommes capables de faire, ce que nous serions capables de faire lorsque tous les interdits sont tombés, lorsque tout est possible, tout est permis. Car après tout, nous ne connaissons pas nos vraies limites, puisque beaucoup de choses nous sont interdites. C'est pourquoi on va tout essayer. Je vous donne un exemple. On nous a dit pendant des siècles et des siècles, juste après que la démocratie s'est mise en place, comme vous savez, au XVIIIe siècle aux États-Unis, on nous a dit « Oh, il est impossible de donner aux femmes le droit de vote, puisqu'elles sont incapables, elles ne peuvent pas raisonner. » Maintenant, nous avons l'impression d'avoir été trompés. Et dès lors, nous pensons, puisque des choses comme ça ont été possibles, alors qu'on nous a dit pendant des siècles que c'était impossible, après tout, tout est possible. Donc, nous pouvons changer un homme en femme, une femme en homme, etc. Ça s'appelle défier le destin. C'est ainsi que nous essayons de détruire pour prouver que nous existons. C'est ce que fait un auteur, par exemple, comme Gunther Anders, qui est très très fort là-dessus. Comme vous savez, Gunther Anders, c'est le premier mari de Hannah Arendt. C'est-à-dire qu'on pourrait refondre l'être humain, sortir de ce qu'on appelle nature humaine, dire il n'y a pas de nature humaine, il n'y a pas de loi naturelle, par exemple. C'est ce que fait ce qu'on a appelé la philosophie française. Je ne sais pas pourquoi elle est spécialement française, mais... Alors, il faut dire aussi que cette forme de nihilisme est possible à cause des progrès extraordinaires de la technique, qui permettent de réaliser des utopies, des choses qui paraissaient utopiques. Ce ne sont plus les totalitarismes qui suscitent le nihilisme aujourd'hui, mais c'est l'utopie de l'émancipation individuelle, qui est appuyée sur une technocratie de plus en plus sophistiquée. Regardez ChatGPT, par exemple. Mais il s'agit toujours de subvertir le monde qui est derrière nous. Alors, je veux insister pour dire que nous sommes capables de produire du chaos, mais non pas de produire du vide. Et ce que nous appelons le nihilisme, c'est plutôt du chaos que du vide. Vous avez parlé tout à l'heure du vide originaire. Dieu a créé à partir du vide, mais après, il est obligé d'organiser le chaos. Et évidemment, ce n'est pas pareil. Le chaos, ça n'est pas le rien. Le chaos, c'est l'être indifférencié. Alors, le nihilisme existe à plusieurs niveaux d'intensité et de profondeur. Et il faut établir des distinctions.
Je dirais que le véritable nihilisme, c'est une subversion qui s'attaque aux fondements élémentaires de l'ordre humain. Ce n'est pas quelque chose qui crée du rien, du vide, ce n'est pas possible. Mais c'est quelque chose qui s'attaque à l'ordre élémentaire. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de Diogène, qui s'attaquait à l'inceste. Bien, je prends des exemples, non pas l'exemple d'auteurs catholiques, mais je prends des exemples de sociologues qui n'ont pas de religion. C'est plus sûr. Des gens comme Marcel Mauss, bon, ou Lévi-Strauss. Lorsqu'ils parlent, par exemple, de l'interdiction de l'inceste, ils appellent ça le roc. Le roc. C'est-à-dire un fondement anthropologique sans lequel on ne peut rien. Et il y a un certain nombre de choses comme ça. Ça avait été bien étudié par un auteur italien absolument extraordinaire que vous connaissez, qui s'appelle Jean-Baptiste Vico, et qui avait dit il y a des structures fondamentales à partir desquelles les humains sont obligés de vivre. Il y a la différence des sexes, il y a le mariage ou le contrat, ça peut être toutes sortes de choses, pas forcément un mariage catholique, un contrat pour fonder une famille. Et puis il y a le rite des funérailles, le rite de la mort. Parce qu'un humain ne laisse pas un autre humain, comme ça, mourir comme ça, comme un animal. Alors, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont un ordre dont on a besoin pour vivre. Les chrétiens ont appelé cet ordre la loi naturelle. Pourquoi pas ? Aujourd'hui, nous ne savons plus s'il existe une loi naturelle. Mais il existe quand même des socles, des rocs, qui étaient ceux qui avaient été décrits par Vico et qui aujourd'hui sont encore décrits par Mauss. Vous savez, on a retrouvé un texte absolument extraordinaire qui a été écrit au IIe siècle dans le premier royaume chrétien. Le premier royaume chrétien, c'était pas du tout Saint-Louis, c'était pas du tout la France de Rémy, pas du tout. C'était le royaume d'Ogdohan, qui se trouve en Syrie actuelle, où tous les rois s'appelaient Abgar, une suite de rois qui s'appelaient tous Abgar, et le premier s'était converti au catholicisme. Il y a un auteur assez extraordinaire qui a raconté les coutumes des pays qui l'entouraient, et il raconte que les Perses de l'époque pratiquaient l'inceste couramment. Et comme quoi, le roc, si vous voulez, peut être écorné parfois. Ce sont des choses qui arrivent. Mais on s'aperçoit qu'il y a des inconvénients énormes lorsqu'on écorne le roc. Par exemple, aujourd'hui, je vous prends un exemple d'aujourd'hui, on a fait beaucoup d'histoires, il y a à peu près une trentaine d'années, à propos des sociétés sans père. Pourquoi ? Parce qu'on voulait protéger les femmes célibataires. Donc on a expliqué, il y a un livre qui est sorti en France, qui s'appelle « Une société sans père ni mari, les Na de Chine ». Il y a une société en Chine, au bord du Tibet, ça s'appelle les Na, N-A, où il n'y a pas de mariage. Pas de mariage, il n'y a pas de père. Les femmes ont des enfants, elles ne savent pas qui sont les pères. En fait, en réalité, toutes les femmes sont des putains. Toutes les femmes sont des putains. Ça existe, hein ? Et donc les enfants n'ont pas de père. Il n'y a pas de mot pour père.
il y a un mot pour oncle, il n'y a pas de mot pour père. Alors ils avaient écrit un livre pour dire, voyez, ces enfants sont très heureux, ils n'ont pas de père. Donc les femmes célibataires ici n'ont pas besoin de père, puisque eux n'en ont pas. Alors évidemment, les enfants sont sûrement très heureux, très aimés par leur mère et par leur oncle. Le problème, c'est que le père apporte quand même quelque chose. L'autorité, les limites, un certain nombre de choses. Donc on se rend compte que aller contre le roc, ce que Mauss appelle le roc, ça produit des inconvénients très graves. Autrement dit, nous sommes obligés, puisque nous n'avons plus de morale catholique, puisque les catholiques sont réduits à une toute petite partie, minoritaire, nous sommes obligés d'adopter une morale conséquentialiste, la morale des conséquences. Quand la conséquence est mauvaise, eh bien, le comportement est mauvais. Le comportement est peut-être nihiliste, mauvais. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, en France, c'est peut-être pareil ici, nous avons des militants LGBTQI++, qui passent dans les classes de CM1, CM2, les enfants ont 7 ans, et leur disent, si tu es un garçon, c'est parce que tes parents ont dit que tu étais un garçon, mais peut-être que tu es une fille, en fait. Si tu as envie de devenir une fille, c'est très facile. Tu changes de nom, tu changes de vêtements, et dans quelques années, on te donnera un médicament, et tu deviendras une fille, et inversement. Alors, aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir que pour ces enfants, c'est dramatique. Ce sont des enfants qui deviennent fous. C'est très difficile parce que les LGBT qui passent dans les classes sont des idéologues. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que c'est vrai, alors qu'en réalité, c'est faux. Ce sont des enfants, ils ont une jupe, ils ont un prénom de fille, ou inversement, mais en fait, ils sont des garçons, ils restent des garçons. Ils ont une génétique de garçons. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça, on peut aller à l'encontre de ça à cause des conséquences seulement. On ne peut pas dire Saint Thomas a dit que ce n'était pas bien. Tout le monde dira partez, vous ne m'intéressez pas. Ça, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire l'Église catholique dit que ce n'est pas bien. Personne ne va nous écouter. On peut dire la conséquence est mauvaise. Sinon, ce n'est pas la peine de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le nihilisme a pour conséquent, pour caractéristique, non pas de supprimer les réalités, mais de supprimer les significations des réalités. Je vous prends un exemple. Le mariage entre deux personnes du même sexe. En France, nous avons fait des manifestations absolument énormes contre ça. Ça n'a servi absolument à rien. C'est juste pour l'honneur. Il s'agissait là de supprimer le symbolisme du mariage. Non pas le mariage, mais le symbole du mariage. Parce que sinon, on aurait pu organiser un contrat entre deux personnes du même sexe. Pourquoi pas? Personne n'est contre. Ils ont envie d'être solidaires, d'acheter un appartement ensemble. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont pas... Mais ils voulaient le mot mariage. Parce que justement, c'est un rapt de signification. J'appelle ça un rapt de signification. Alors, c'est pourquoi je vous ai fait passer, je ne vous le lis pas parce que ça prendrait trop de temps, mais je vous ai fait passer un texte de Bonnefoy qui est exactement ça, où il raconte, il dit que c'est un roman policier au début, l'histoire d'un rapt de signification. C'est-à-dire ce sont des êtres qui viennent dans une ville et qui prennent le sens des choses. Pas les choses, le sens des choses. C'est très intéressant. Alors je vous laisse le lire, je ne le lis pas parce que ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des créatures
qui ne sème pas la mort, qui ne tue pas les gens, qui ne tue pas les choses, mais qui altère les lieux, qui abîme les lieux, qui prive le monde de sa figure, qui défigure le monde. Alors, ce qui manque ici, ce sont les significations. Et en réalité, c'est bien ça qui manque lorsque advient quelque chose comme le nihilisme. Alors, je n'insiste pas là-dessus parce que je crois que vous avez mon texte et je pensais que c'était... Alors, je voudrais parler du totalitarisme parce que vous en avez parlé. La comparaison entre totalitarisme et postmoderne. Les totalitarismes, que ce soit le communisme ou le nazisme, il n'y a pas d'autre totalitarisme. Pour moi, il n'y a pas d'autre totalitarisme. Il visait, enfin, il y a Mao bien sûr, mais c'est encore du communisme. Et les totalitarismes visaient à supprimer le sens de la vie. Parce qu'ils prétendaient que l'humanité n'aurait plus besoin du sens de la vie. Parce que le sens de la vie, c'est une direction. On montre quelque chose, on cherche quelque chose. C'est ça le sens. Et le communisme disait, vous serez tellement heureux que vous n'aurez plus besoin de montrer autre chose. Vous serez suffisant, vous serez plein. Les hommes de l'avenir, les humains, j'entends, sont parfaitement libres, parfaitement prospères, parfaitement heureux. Donc délivrés de ce manque, cette insuffisance qui les pousse à espérer, à souffrir, à chercher un sens à la vie. Alors évidemment, comme on le sait, c'est une tentative qui a échoué et même qui a apporté des sociétés inhumaines. Pendant ce temps, la société moderne occidentale, la nôtre, a produit une autre forme de nihilisme. C'est-à-dire qu'elle a détruit les choses, elle a détruit le sens, non pas par la terreur, non pas par les goulags, non pas par Auschwitz, mais par la dérision et par l'ironie. Et la dérision et l'ironie, je crois qu'elles sont plus fortes que les goulags. La preuve, c'est que, prenez la société communiste russe, 70 ans de communisme, où les églises étaient transformées en musées. Vous vous rendez compte ? 70 ans. Eh bien, après la chute du mur de Berlin, les églises sont revenues comme avant. Les orthodoxes se réunissent dans les églises comme avant. Tandis que chez nous, en Occident, où c'est la dérision qui a attaqué l'Église, eh bien, dans un endroit comme Montréal, je prends l'exemple de Montréal parce que j'y étais récemment, chaque semaine, en ce moment à Montréal, chaque semaine, on ferme une église pour la transformer en musée ou en piscine ou en je ne sais quoi. Autrement dit, l'ironie, ça marche bien. Et il en sort des sociétés qui sont décrites par Patočka, qui s'ennuient, qui n'ont pas de sens à leur vie. Elles sont probablement économiquement riches, mais elles sont affamées de signification. C'est en fait ce qui nous arrive. On voit chacune des deux tentatives, le totalitarisme communiste ou nazi et le postmoderne, s'effondrer par la perversion du sens. La première, le totalitarisme, s'effondre dans la course à la puissance,
que ce soit le nazisme ou le communisme. Et nous, dans un silence étouffé d'une vie sans enjeu, sans signification, on s'aperçoit qu'effectivement, nous sommes beaucoup plus efficaces que la Loubianka. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut regretter la Loubianka, parce que la Loubianka, c'est quelque chose de terrible. Vous voyez, une société peut mettre en cause ses institutions, ses lois, ses traditions, le sens qu'elle confère à l'existence. Mais elle ne peut pas mettre en cause la nécessité d'un sens. Il faut qu'elle ait un sens. Il faut qu'elle porte des espérances. Il faut qu'elle espère quelque chose. C'est pourquoi nos sociétés qui ont abandonné leur religion, je parle de nos sociétés de l'Ouest, elles sont en train de recréer des religions païennes. Peut-être les gens ne vont plus à l'église, mais ils embrassent les arbres. Ils embrassent les arbres. Ils vont voir les voyantes. Alors, ce que je voudrais dire pour finir, c'est que le nihilisme est une chose finalement assez difficile à faire tenir. C'est quelque chose qui ne dure pas. Parce que, bien sûr, c'est un excès, un débordement. On peut penser à deux choses, la guerre ou la fête. Vous savez, en sociologie, on étudie en même temps le même chapitre, la guerre et la fête. Parce que en fait, c'est pareil. On dépense tout, on oublie toutes les lois des hommes et les lois des dieux. Autrement dit, dans tous les cas, on travaille pour le présent et on oublie l'avenir, pour des raisons différentes. Or, ce genre de moment extraordinaire ne peut pas durer, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un moment qui avale tout et qui provoque un sentiment de dégoût. Lisez par exemple, vous connaissez l'écrivain italien Curzio Malaparte. Vous voyez qu'il y a là un dégoût de la guerre radical, dans sa cruauté incroyable. Il y a des choses incroyables chez Malaparte. Ce n'est pas humain de vivre l'orgie trop longtemps. Vous parlez de l'orgie dans votre séminaire. L'orgie, c'est un défouloir, mais ça ne peut pas durer. Et ensuite, parce que le temps futur se rebelle, le temps futur existe, on ne peut pas dévorer ainsi les ressources du futur, ce n'est pas possible. Dans le nihilisme, la vie est un jeu. Elle n'a pas de justification, elle trouve son plaisir dans l'excès, dans l'incertitude. Or, le nihilisme, je pense, est quelque chose qui doit être surmonté. Parce que la réalité est pesante, vous l'avez dit tout à l'heure. Elle se rappelle à nous. La réalité, c'est le poids de l'avenir. Le nôtre est celui du monde. Rappelez-vous, la révolte de Camus veut le sens de la vie. On ne peut pas, autrement dit, on ne peut pas vivre toujours comme un homme de trop, un homme superflu. Ça ne marche pas. L'écrivain italien Vattimo écrivait qu'une fois libéré de la métaphysique, libéré, nous devons faire
le pari du nihilisme actif, c'est-à-dire de vivre sans aucun fondement, autrement dit en l'air, sans ma chaise, assise sur le vide. Vous voyez ? Il dit « Le monde vrai devient une fable, un conte. Ma vie est un conte. » Vous voyez ? Ça marche pour un poète. Par exemple, Karen Blixen dit que la vie est un conte. Ça se comprend. C'est une romancière. Mais quand Vatimo dit ça, ce n'est pas la réalité. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il revient au monde des mythes et en même temps, il instaure une morale, parce qu'on ne peut pas vivre sans morale. On ne peut pas vivre dans le nihilisme. Je vous ai parlé tout à l'heure de Cohn-Bendit qui disait « Il faut la pédophilie, c'est formidable ». Ça ne peut pas marcher longtemps. On ne peut pas marcher longtemps dans le monde de l'orgie. D'ailleurs, Cohn-Bendit, quand on lui en parle, il dit « J'avais tort, j'étais trop jeune, mea culpa ». Il le dit. Hein. On peut dire que le nihilisme, c'est la fatigue de la révolte sans issue, sans sortie. Le grand écrivain centre-européen Jan Kott écrivait que le nihilisme, c'est la tragédie sous un ciel vide. C'est-à-dire s'apercevoir que le monde est tragique, et oui, c'est la guerre en Ukraine, mais le ciel est vide pour nous expliquer pourquoi, pour donner un sens à cette tragédie. Alors qu'allons-nous faire ? Vous voyez bien que ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas durer. Autrement dit, ce que je crois, c'est que les limites se rappellent à nous de façon naturelle, parce qu'elles sont exigeantes. Si vous reprenez l'exemple du petit garçon qu'on pourrait transformer en petite fille, vous vous apercevez qu'aujourd'hui, et je suis très impliquée là-dedans, parce que je suis personnellement affolée à l'idée que mes petits-enfants pourraient tomber dans ce genre de panneau. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je connais bien les tenants et aboutissants de cette histoire. Vous vous apercevez qu'aujourd'hui, les pays européens, l'un après l'autre, la Suède, puis le Danemark, puis la Hollande, puis l'Angleterre, sont en train de dire « Ah, basta, on arrête ça. C'est affolant ce que vous faites. On ne peut plus faire ça. » Si bien que les LGBTQI++ sont obligés de faire des manifestations pour le droit des enfants. Ce qu'ils ont fait hier à Reims, en disant les enfants ont bien le droit de devenir qui ils veulent, etc. Ils sont affolés parce qu'ils voient qu'ils sont contrés. Autrement dit, les limites se rappellent à nous. Ça, j'y crois beaucoup, parce que là, ce sont des vraies limites. D'une manière générale, vous avez parlé de ça tout à l'heure, aucune société humaine ne peut vivre sans morale. Aucune. Vous allez voir, par exemple, le petit groupe de disciples de Sade, d'accord ? Par exemple, vous allez voir le groupe de Byron, vous savez, après la saison révolutionnaire. Un groupe de jeunes nihilistes qui faisaient absolument n'importe quoi. Ils avaient de l'argent, c'est pratique. Une petite élite qui n'a aucun principe et qui croit qu'il est le phare de l'univers. Bon. Nous avons une psychanalyste qui s'appelle Monette Vaquin, très sympathique, qui a écrit à leur sujet une histoire, qui a écrit leur vie, la vie de Byron et ses amis. Le livre s'appelle Frankenstein, parce que c'est là, dans ce cénacle, qu'est née l'histoire de Frankenstein. C'est un conte. Frankenstein est un conte. Pour vivre, les humains ont besoin de poser des limites, de les nommer. Ainsi, lorsque la morale issue du christianisme s'effondre,
j'estime à peu près il y a 50 ans, après mai 68, se dessine une morale nouvelle, issue des besoins fondamentaux, qu'on ne va plus appeler la loi naturelle, peut-être pas, parce qu'on n'est pas thomiste, mais des besoins fondamentaux qui sont quand même des structures d'ordre, et issue des impossibilités pratiques. Un enfant de 8 ans qui est garçon ne peut pas devenir une fille. On peut lui fabriquer un nouveau zizi, on peut lui enlever le sien, on peut lui enlever ses seins, on peut lui en rajouter, mais il sera toujours ce qu'il est. Impossibilité pratique. On va donc reprendre l'ancienne morale catholique, parce qu'on ne peut pas inventer tout. On est obligé de reprendre des choses qui existent. On ne peut pas faire du ex nihilo. On n'est pas Dieu, nous. Et on va les transformer. Alors on retrouve les morales les plus anciennes, les plus profondes, celles de la règle d'or. On les bricole. Les morales où on retrouve à la fois Confucius, Jésus. Vous avez parlé tout à l'heure de l'inclusion, c'est ça, on va mélanger l'Asie, l'Europe. Donc ne nous imaginons pas que ce piège qui consiste à croire que... ne nous imaginons pas que le moment d'orgie, de dépassement de toutes les limites, est un nihilisme qui s'installe et qui dure. Non. Il est suivi très vite par un retour, non pas un retour à la transcendance, nous n'en sommes pas là, elle est perdue pour l'instant, mais à des limites qui sont propres aux sagesses, au panthéisme, au paganisme ancien. Ce sont des croyances originaires, frustes, mais qui naissent partout. Par exemple, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Chose qu'on trouve partout. Respecte les faibles. Partout on le trouve. Honore l'avenir qui se trouve entre tes mains. Ce sont des limites qui sont respectées par toutes les cultures du monde. Nous avons perdu notre religion spécifique, le christianisme. Enfin, perdu, pas entièrement, mais il n'est plus dominant. Il ne règne plus. Mais nous ne sommes pas dans le grand nihil, pas du tout. Nous revenons à des morales antiques. Et la période d'orgie, qui a duré un certain temps, n'a pas suscité un relativisme durable. Il y a des limites qui ont été abolies, beaucoup. On le voit actuellement en France avec les lois sur l'euthanasie, sur lesquelles nous sommes en train d'écrire, parce que c'est vraiment très grave ce qui se passe. Mais ces limites sont remplacées par d'autres. Par exemple, la pédophilie, jusqu'à présent, n'était pas criminalisée, excusez-moi. C'était considéré comme un truc pas très grave, pour faire plaisir à des élites, vous voyez, à des gens qui dominaient. Après tout, les enfants, ils ne s'en rendent pas compte, des choses comme ça. Maintenant, la pédophilie est criminalisée. C'est une nouvelle limite. Bravo, bravo. Ou bien encore, autre exemple, parce qu'il n'y a pas un seul exemple, il y en a plusieurs. On considère maintenant, excusez-moi, moi je trouve que c'est bien, que pour les hommes, alors là je parle des hommes masculins, les femmes ne sont pas des proies. Ah, c'est quand même bien. C'est quand même bien. C'est une nouvelle limite qui me paraît être intéressante. Alors, je vais terminer. Le mouvement de suppression totale des limites, c'est-à-dire que vous appelez orgie, et qui a existé effectivement, a transformé les esprits et a laissé des traces durables. On a cru, à un moment donné, on a cru que tout était possible. On a cru qu'il n'y avait pas d'anthropologie, pas de conditions humaines, qu'on pouvait tout faire. Et la réapparition de limites naturelles qui sont liées à une réalité dont vous avez parlé, que nous ne contrôlons pas et qui s'impose à nous, ceci nous plonge dans la stupeur et dans le désarroi. Nous avions cru que nous avancions,
sans nous arrêter, vers l'abolition totale des limites, par exemple. On ne mourra plus. On ne mourra plus. C'était faux. Dès lors, le temps fléché, le temps qui monte comme ça, typique du judéo-christianisme, hein, typique, eh bien, qui s'avançait, toujours triomphant, apparaît menacé de retour en arrière. C'est-à-dire que le temps fléché qui faisait ça peut se mettre à faire ça, comme tous les temps du monde, le temps chinois, le temps indien, peut se remettre comme ça à devenir circulaire. C'est ce qui se passe dans l'écologie, où vous voyez l'apocalypse qui n'est pas loin. Apparaît l'idée d'extinction du monde, l'idée de dénatalité. Vous avez quand même 30% des femmes en âge de procréer en France qui ne veulent pas d'enfants, c'est quand même assez étonnant. Hein. Et le temps, au lieu de s'envoler vers les cimes, revient en arrière. Quand on est habitué à avancer tout le temps, ça fait un drôle d'effet quand même. Dans ces sociétés qui sont déçues du progrès, apparaît parfois un enthousiasme pour la destruction. Et le premier à le dire, c'était Gunther Anders, qui est un auteur très important. Et si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est un fou. Moi, je pense que c'est un fou absolu. Et je comprends que Hannah Arendt ne soit pas restée longtemps avec lui parce qu'elle serait devenue folle elle aussi. C'est ce que je pense. Alors qu'elle n'était pas folle. Lui, c'est un fou, mais c'est un type génial, hein, vraiment. Et il a vu les choses avant tout le monde, et il a écrit, c'est véritablement un prophète. Alors, évidemment, nous avons un monde qui se défait à cause de ça. Et ça, c'est le thème permanent de l'écologie. Je crois que l'écologie, c'est quelque chose de très important, et c'est pour ça que réapparaissent, pour faire face à ces idées qui sont effrayantes, réapparaissent les sagesses asiatiques, hein, qui ne misent pas sur le progrès, temps fléché, qui ne misent pas sur l'apocalypse, mais qui visent à accepter le temps tel qu'il va, sans lui prêter aucune idée, aucun sens. Autrement dit, après l'orgie, c'est une sorte de moment de suspension, hein, d'expectative, de scepticisme général. Vous savez que Gramsci, dans son cahier de prison numéro 3, tellement célèbre, écrivait que la mort des idéologies, la mort des croyances, nous fait entrer dans un monde de scepticisme général. Il appelait ça un interrègne dans lequel on observe les phénomènes morbides les plus variés. Voilà, je vous remercie. Muchas gracias. Vamos directamente con las preguntas, que como siempre nos queda menos tiempo del que nos gustaría, pero vamos a aprovecharlo. Comenzamos. Merci à la traductrice. Bon, merci beaucoup. Bueno, querría hacer mención a tres pensadores porque me han venido a la cabeza cuando ha hecho su discurso. El primero de ellos es Hilaire Belloc, que en 1920 escribió un ensayo que se llama Europa y la fe, y que su tesis es que si en Europa desaparece la fe, dejará de ser Europa, dejará de ser Occidente y será otra cosa, ¿no? Otro pensador es Christopher Dawson, de la Universidad de Oxford, que sostenía, él era un metahistoriador, ¿no? La historia más allá de la historia, ¿no? Por así decirlo, y decía que si la moral cristiana acaba desapareciendo en Occidente, será sustituida por otra moral, que yo creo que ha sido parte de su tesis y que es lo que estamos inmersos hoy en día. Y por último, y aquí va la pregunta que quiero hacerle, hace unas semanas Fabrice Ayach estuvo aquí en Madrid y hizo un discurso relacionado con la vida y dijo que en Occidente padecemos de
de una falta de vigor por vivir, de una falta de deseo de vivir, de arriesgar la vida. Citó a Solzhenitsyn, por ejemplo, diciendo en los años 70 que se dio cuenta de que en Occidente no había una valentía, ¿no? No había un coraje, ¿no? por vivir, ¿no? ¿Cree que es posible en Occidente volver a recuperar ese espíritu, ese ánimo por vivir, por arriesgar, ¿no? No por encerrarnos en nosotros mismos? Gracias. Je crois que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ce dont nous sommes capables, parce qu'il y a 70 ans que nous vivons dans la paix, le confort et la liberté. C'est comme un individu qui est jeune, qui est toujours en bonne santé. Il ne sait pas comment il sera le jour où il sera très malade, malade à la mort. Il ne sait pas. Il sera peut-être très courageux. Et nous, lorsque nous serons dans une situation tragique, nous serons peut-être très courageux, capables de nous défendre, capables de nous aimer nous-mêmes, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Et j'espère que nous serons capables à ce moment-là. Mais pour l'instant, ça ne nous est pas arrivé. J'étais l'autre jour à Vilnius, où j'ai vu mes amis lituaniens qui remplissaient les sacs de sable, parce qu'ils sont persuadés que la Russie va étendre sa patte et les attraper comme ça. Et quand moi je leur dis « mais vous appartenez à l'OTAN », ils me répondent, ils se mettent à rire, et ils me répondent « vous allez mourir pour Vilnius ?» Alors, peut-être nous serons capables d'aller mourir pour Vilnius. On ne sait pas pour l'instant. De même qu'on ne sait pas ce qu'on fera quand on sera vieux et malade. C'est pareil. J'espère. Adelante. Tenemos dos aquí. Merci beaucoup, Chantal. Pido perdón por no ser capaz de preguntarle en francés, pero mi francés se quedó en la época del colegio. Bueno, me ha parecido una charla fantástica, pero a mí hay algo que me ha despertado y no he podido resistir en preguntarle, y es, pues en este concepto del que habla usted, ¿no? de esta época como después de la Argiga, ¿no? después de esa destrucción de los límites, y como ahora pues parece que intentan resurgir, ¿no? esas antiguas morales, ¿no? Esa frase que usted ha dicho, pues no trates a los demás como no te gustaría que te trataran a ti, respeta a los más débiles, ¿no? Como ese intento, ¿no? esa vuelta de intentar reconstruir, pues como eso ha hecho, ¿no? Lo que usted ha dicho, pues que la cultura de la ideología de género, ¿no? Hay países que ya se están retractando, ¿no? y están viendo de lo perjudicial que puede ser. Sin embargo, hay algo que parece que se queda, ¿no? y parece que no acaba, que en mi opinión que no hay, para mí esto es una reflexión totalmente personal, no hay mayor consecuencia del nihilismo que esta, que es el concepto del aborto y la defensa del aborto. Creo que no, pues es lo que le digo, no hay mayor consecuencia de esa nada que defender el aborto, y a día de hoy parece que es lo más moderno, lo más feminista, lo más defensor de la mujer, estar a favor del aborto y de no defender la vida del ser más débil y el más vulnerable. Me gustaría conocer su opinión al respecto. A mí me gustaría añadir algo a esta, si me permites, añadir algo a tu pregunta, porque es una de las cosas que más me llama la atención de nuestro presente. Por una parte, pues desde Bentham decimos que lo importante no es saber si los animales son racionales, sino si pueden sufrir, ¿no? Este es el argumento. ¿Pueden sufrir? Si pueden sufrir, debemos evitar su sufrimiento. Y se ha convertido, se ha generalizado esta idea, ¿no? De que lo importante, Derrida tiene sus bastantes escritos sobre esto, lo importante no es si pueden pensar, sino si pueden sufrir. ¿Por qué generalizamos esto con los animales y no lo aplicamos al feto? ¿Por qué no nos preguntamos si puede sufrir un feto? No tengo la respuesta, pero me parece clamorosa esa contradicción.
Parce que je réponds d'abord à la question. Parce qu'il n'y a pas de raisonnement logique là-dedans, il n'y a pas de raisonnement sur la substance, c'est simplement ma propre volonté. Donc, lorsque ma propre volonté considère que l'enfant est de trop, je le supprime. Si l'animal est de trop, je vais le supprimer aussi. Je ne vais pas m'encombrer d'un animal qui me gêne. C'est tout. C'est juste, c'est ma volonté qui prime. Il n'y a pas de principe supérieur, il n'y a pas de principe hétéronome au-dessus de moi. Il n'y a que mon autonomie qui compte. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. En ce qui concerne l'IVG, ce qui se passe avec l'IVG, c'est que nous sommes en train de redevenir païens. Je dis païens parce que je ne trouve pas d'autre mot. Je veux dire pré-chrétiens, disons païens. C'est-à-dire des gens qui croient qu'il y a plein de dieux et voilà, des gens qui pratiquent l'infanticide. Parce qu'en fait, disons que l'IVG n'est pas un infanticide parce qu'on ne sait pas si l'embryon est un enfant. Moi, je pense que c'est un enfant, mais il y a des gens qui pensent que ce n'est pas un enfant. Mais l'IMG, c'est-à-dire l'interdiction médicale de grossesse en France, qui peut se pratiquer 3 jours avant la naissance, c'est en effet un infanticide. On ne peut pas dire le contraire. Hein, on est d'accord. Alors, pourquoi fait-on ça? Parce qu'on est redevenus des païens qui pratiquent l'infanticide. C'est tout. Vous savez, il ne faut pas croire que nous sommes les seuls, nous chrétiens, à dire le principe « tu ne tueras pas ». Toutes les cultures disent « tu ne tueras pas ». Mais les exceptions sont différentes selon les lieux. Alors, dans les pays païens, on dit « tu ne tueras pas », mais on pratique l'infanticide. Dans les pays chrétiens, on dit « tu ne tueras pas », on ne pratique pas l'infanticide, mais on brûle les sorcières, on brûle les hérétiques. C'est-à-dire qu'il y a toujours des exceptions qui sont différentes chaque fois. Donc, l'IVG, bon, moi, je suis d'accord avec vous, je ne trouve pas que ça soit bien, mais c'est simplement le résultat d'un changement de société, des sociétés qui sont devenues païennes, c'est tout. Alors, vous ne pouvez rien faire. Vous, tout ce que vous pouvez, c'est vous ne pas avorter, parce que ce n'est pas dans vos idées, mais vous ne pouvez pas faire en sorte que les autres n'avortent pas. Ils n'ont plus votre croyance. Vous ne pouvez pas leur imposer votre croyance à vous. C'est tout. Tenías, ¿verdad? Ah, vale. Sí, una Sí. ya os paso. Muchísimas gracias a ambos, a Chantal y a Gregorio. Gregorio, has comenzado citando el Evangelio de Juan, Sí. Aquello de Nargé en Logos. Se entiende que puede ser una paráfrasis de en el principio creó Dios, que es como empieza el Génesis, pero también puede haber una alusión implícita a la metafísica de Aristóteles, cuando también habla en el principio de Dios como el principio. Y me llama la atención porque es una contraposición, y aquí enlazo con lo que ha dicho Chantal, a una perspectiva que es distinta, ¿no? Es decir, o en el principio está la palabra, y una palabra creadora que pone orden y que da normas, o entendemos que lo que hay en el principio, como decía Hesíodo, es el caos. Por tanto, la apuesta por el caos es la negación de la razón, del logos. Je ne comprends pas la question. Quelle est la question? C'est pour vous, là? C'est pour vous? A mi modo de ver, es que el Dios cristiano es tan raro, no sé si estaréis de acuerdo, que es un ser muy complicado. Y ahí viene la complicación suprema, y es que estamos hechos a imagen y semejanza de ese ser complicado que no se deja atrapar. Pero yo diría que la gran diferencia del logos cristiano con respecto al logos griego es que el logos cristiano se deja tratar de tú, ¿eh? Mientras que el logos griego no se deja tratar de tú. Me parece que eso es lo esencial. Con respecto al caos, yo estoy con ella, es decir, que a la hora de la verdad nos ha aparecido varias veces aquí la idea de que el principio represor no puede ser reprimido. Y el caos significaría la desaparición de cualquier principio represor, ¿no? Es
Es decir, el aoristo, lo indefinido, que es el gran miedo de la filosofía griega. No sé si te he contestado, pero vamos muy justos de tiempo. Sí, adelante. Sí. Bueno, muchas gracias. Perdón porque es una pregunta, pero tengo que hacer la reflexión. El Papa Francisco ha dicho alguna vez, ¿no?, que los hombres siempre van a tender a adorar algo, ¿no? Y la cuestión es qué van a adorar, ¿no? Y bueno, hoy, como decía Gregorio, pues hay gente que adora el dinero, ¿no? Marx, Nietzsche, el poder o la nada, Freud con el sexo, ¿no? Toda la filosofía de la sospecha, ¿no? Y si estamos de acuerdo en esta proposición de que tenemos sed de significado y que vamos a tender a buscarlo y a necesitarlo, ¿no? La pregunta es un poco más propositiva o de cara al futuro. ¿Dónde debemos centrar los esfuerzos si queremos destruir, digamos, esta cultura de la destrucción nihilista que han impuesto a la sociedad? Tenemos que destruir estas ideas y demostrar a lo que llevan y, digamos, ir contra esa falta de significado y esos significados incorrectos de la realidad, o debemos, en una cultura que no entiende que exista la verdad, la realidad, centrarnos en reconstruir en reconstruir el significado real de la realidad, de la verdad, del bien, de la belleza? Bueno, no sé. Sí, pero la pregunta es exactamente ¿dónde, Sí, cómo deconstruimos la deconstrucción? ¿Qué es más urgente, qué es más prioritario? Vale. Sí, Sí. digamos, destruir Sí, la no. destrucción o reconstruir la realidad, ¿no? Vous avez raison de dire au début que lorsqu'on n'a plus aucune croyance ni idéologie, c'est arrivé pendant les 30 Glorieuses, on tombe amoureux de sa voiture ou de son canapé. Donc on devient matérialiste. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je pense qu'il faut surtout qu'on arrête de faire des discours. Parce que c'est ça qui nous a tués. Il faut qu'on vive comme des témoins du Christ. Si on est catholique, on vit comme des témoins du Christ, comme on peut, parce qu'on n'est pas parfait. Hein. Et puis, les autres vont nous regarder et ils auront peut-être envie de... Ça leur fera peut-être envie de voir des gens qui ne sont pas tombés amoureux de leur canapé. C'est tout. Última pregunta, te la hago yo, si no te importa. Estoy muy equivocado si creo que Pierre Manent te hubiese contestado a la conferencia de hoy algo de este tipo, demasiado optimista. Qui donc? Pierre Manent. Pierre Manent. Ah oui, oui, Pierre Manent. Te hubiera dicho demasiado optimista, Chantal. Contrairement à Fabrice, effectivement, Pierre est un pessimiste. Alors, tout le temps, je ne sais pas pourquoi, on est tout le temps en train de se disputer pour ça. Il voit tout, je trouve qu'il voit tout en noir. Alors, il pense que les choses sont détruites, qu'elles sont finies. Alors, je lui dis, c'est parce que vous et moi, nous sommes vieux. Et donc, quand on est vieux, on croit que le monde entier est vieux. Comme on sait qu'on va disparaître, on se dit, tout va disparaître. Et puis, tant mieux, en fait, parce que, en fait, inconsciemment, on se dit, il vaut mieux que rien ne nous survive. Ou si vous préférez, quand on est jeune, on croit, on ne se rend pas compte, on ne voit pas que le monde est éternellement vieux. Et quand on est vieux, on ne voit pas que le monde est éternellement jeune. Vous voyez? C'est là que tient notre querelle avec Pierre. Perfecto. Señores, encantado, un placer, un aplauso y recordad que el martes que viene terminamos el ciclo con una catábasis, un descenso de la metafísica a la economía, pero la economía no deja de ser pues el orden de la casa, ¿no? Oikos nomos. Gracias. Bueno. ¿Te has encontrado cómoda? ¿Qué tal tu bé con nosotros?